Madame, Monsieur, bonsoir, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et bienvenue dans le débat politique. La transhumance dans le vocabulaire agricole est la migration périodique des troupeaux à la recherche de meilleurs pâturages. Par analogie, la transhumance politique est cette attitude individuelle ou collective de se mouvoir d'un groupe politique à un autre, d'une affiliation à une autre et de façon intempestive des femmes et des hommes engagés dans la vie publique. Pour certains, ce phénomène pose des problèmes d'ordre éthique, moral et juridique, tandis que pour d'autres, c'est la manifestation de la liberté reconnue à chaque citoyen de créer un parti, d'adhérer à un parti ou de le quitter. En Côte d'Ivoire, pour la première fois depuis la crise post-électorale, la grande majorité des figures politiques nationales sont présentes sur le territoire et prennent même part au processus de réconciliation nationale. Mais à l'approche des échéances électorales, plusieurs personnalités de la vie publique ont fait le choix de changer de parti, voire de se rapprocher de leurs anciens adversaires politiques. Mais ces décisions sont-elles prises par conviction ou opportunisme? Assiste-t-on à une modification de l'échiquier politique ivoirien? À quoi répond ce phénomène de transhumance politique? Ce sont autant de questions que je vais poser à mes invités que j'ai le plaisir de recevoir ce soir. Il s'agit de Félix Boni, journaliste, éditorialiste. Bonsoir et bienvenue et bonne année. Merci Fatim, fructueuse année 2023 à vous. Docteur Flammoquet César, enseignant-chercheur de sciences politiques à l'université Alassane Ouattara et directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, le CRPA. Bonsoir et mes meilleurs vœux. Bonsoir madame, meilleurs vœux à vous également. Wakili Alafé, journaliste et directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir et merci d'être présent et bonne année aussi. Merci, meilleurs vœux à vous et à toute l'équipe. Guillaume Bateau, journaliste et directeur des rédactions de Notre Voix. Bonsoir et bienvenue et mes meilleurs vœux. Bonsoir Fatim, bonne année à tout le monde, à tous les téléspectateurs de la RT1 et à tous les Ivoiriens. Alors messieurs, en prélude à nos échanges, je vous propose de suivre cet élément récapitulatif du processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et c'est signé Siaka Kone. L'actions tendant à la décrispation du climat sociopolitique ont été menées au cours de ces dernières années. La stabilité et la paix ont eu pour fruit plusieurs chantiers, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. L'initiative du chef de l'État et de son gouvernement de tendre la main aux différents adversaires politiques n'a pas été vaine. Le chef de l'État, depuis son accession au pouvoir en 2011, n'a cessé de prendre des actes, des décisions, des orientations gouvernementales pour aider la Côte d'Ivoire à aller à la réconciliation. C'est d'abord la volonté politique du chef de l'État d'aller à la réconciliation, par la mise en place de structures qui devraient aborder les questions de réconciliation, à travers les questions des victimes, à travers la mise en place du ministère de la Réconciliation, à travers la prise de l'amnistie, à travers la facilitation du retour des exilés. Toutes ces questions ont été vraiment portées de bout de bras par le chef de l'État lui-même. Vous avez vu les différents dialogues politiques qui se sont tenus. La crise post-électorale de 2010 a fait environ 1 million de déplacés et 300 000 réfugiés. Suite aux différentes actions de sensibilisation, plus de 95% des exilés sont de retour sur le sol de la mère patrie. La clause de cessation du statut de réfugié ivoirien a pris effet à compter du 30 juin dernier. Au-delà donc du 30 juin, on ne parlera plus de réfugiés, mais on parlera d'Ivoiriens à l'extérieur. Et ce sont des personnes qui ont été informées, qui ont été préalablement informées que la date du 30 juin allait arriver. Pour ceux qui souhaitaient continuer de vivre à l'extérieur, parce qu'il y en a qui ont fait le choix de continuer de vivre à l'extérieur pour diverses raisons. Soit qui se sont mariés, soit qui ont eu des enfants, soit qui ont eu du travail à l'extérieur. Pour diverses raisons, donc certains ont voulu rester là où ils sont parce qu'ils s'y sentent bien. Mais pour ceux qui voulaient rentrer, ils ont été sensibilisés au retour et ils sont rentrés. Symbole fort de ces actions de décrispation et du géopolitique, la rencontre des 3 poids lourds de la politique ivoirienne le 14 juillet 2022. Le chef de l'État Alassane Ouattara et ses 2 prédécesseurs ont rassuré le peuple ivoirien et d'autres acteurs de la crise. Des images symbolisant la fraternité et le vivre ensemble qui caractérisent le peuple de Côte d'Ivoire. Autre fait majeur ayant permis la décrispation,
la prise de l'amnistie par le chef de l'État le 7 août 2018. Une fois de plus, des prisonniers politiques ont pu recouvrer la liberté. La réinsertion sociale et professionnelle ainsi que le dégel des comptes des exilés et prisonniers sont autant de facteurs qui ont joué dans la balance de la décrispation. Aujourd'hui, les plus illustres de ces réfugiés, dont l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, l'ex-première dame Simone Eivé, l'ex-ministre du budget Justin Katina Koné, Koudou Jeannette, Damana Pika se disent heureux de fouler le sol ivoirien après une dizaine d'années en exil. La série Sur le gâteau, le retour effectif du président de la Galaxie patriotique, Charles Blé Goudé, le 26 novembre 2022. À l'instar de ses dévanciers, le président du COJEP entend apporter sa pierre au processus de réconciliation et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Alors, on affirme régulièrement que notre pays a emprunté la voie de la réconciliation nationale. Mais quels sont les éléments constitutifs du processus de réconciliation nationale en général et a fortiori dans notre pays, Dr Moké? Merci, madame. Il faut préciser tout simplement que des efforts en faveur de la réconciliation nationale sont menés dans un État donné après avoir observé que beaucoup de facteurs ont contribué à la dégradation de la situation sociopolitique et de tout l'environnement sécuritaire. Et il s'agit en fait de mettre en place des mécanismes ou encore enclencher un processus de manière à recolmater les brèches, à recoller les fils cassés. Donc il y a bien entendu un concept qui prévaut et qui précède toute politique de réconciliation nationale. Dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, nous avons été témoins de ce que des années comme 2010, les années 2020 ont fortement secoué la vie politique dans ce pays et ont mis à mal la cohésion sociale, ont fragilisé la réconciliation nationale. Et donc, il s'agissait, dans le cadre des efforts qui ont été faits ici, de définir les différents éléments qui rentrent en ligne de compte pour retrouver une situation de réconciliation nationale. Ces éléments-là sont liés, certains ont été déjà cités dans le cadre du reportage. Et dans le cadre de la 5e phase du dialogue politique, il y avait par exemple des questions liées à un système de justice et de réparation pour les victimes des violences politiques, mais aussi il s'agissait de définir un nouveau contrat social. Donc il y a des éléments par exemple auxquels il faut travailler pour parler de réconciliation nationale. On reviendra dessus. Juste avant, je veux rappeler aux téléspectateurs qu'il y a un code QR qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. Et c'est pour vous permettre finalement de nous partager vos réactions et bien sûr de poser vos questions aux invités autour de la table. Monsieur Wakili Alafé, selon vous, l'atmosphère politique ivoirienne a-t-elle changé? On parle d'apaisement, d'accalmie. Est-ce vrai ou est-ce c'est le calme avant la prochaine tempête électorale qu'on ne souhaite pas? On ne saurait prédire que c'est un calme avant la tempête, mais en tout état de cause, il y a un calme, il y a une situation d'apaisement avec le retour d'acteurs politiques qui étaient à l'extérieur et il y a une situation aussi d'apaisement, de calme relativement à l'ambiance, à l'environnement de 2020 à la faveur de l'élection présidentielle. Après ça, vous avez vu quelques mois après, en mars 2021, nous avons eu une élection législative qui a été marquée par la participation des principaux partis politiques, ce qui n'était pas arrivé dans le pays depuis plusieurs années. Donc cet apaisement-là se poursuit avec une vie parlementaire qui se déroule normalement et qui s'est manifestée par, comme on l'a vu, une unanimité autour de l'élection du président de l'Assemblée nationale en juin 2022. Donc, vous l'avez dit, le constat est fait par tout le monde. Il y a une situation d'apaisement, il y a une crispation moins forte qui existe. Maintenant, est-ce que c'est un calme avant la tempête? Je ne peux pas l'affirmer. Toujours est-il que le constat est fait. Voilà. En tout cas, peut-être pas avant la tempête, mais un calme précaire, comme on le dit souvent. Félix Bonny, en tant qu'observateur de la vie publique, est-ce que notre processus de réconciliation nationale, finalement, est-il efficace, pertinent? Et comment
on le juge, c'est-à-dire la réconciliation entre les acteurs politiques peut suffire. C'est une garantie. Oui, je dirais que la Côte d'Ivoire n'est pas en crise, les Ivoiriens ne sont pas en crise. Vous remarquez que lorsque l'équipe nationale du Côte d'Ivoire en compétition, c'est l'ensemble des Ivoiriens de tous les bords politiques, de toutes les régions qui sortent et qui jubilent. Ça montre que la société ivoirienne n'est pas en crise, mais la société politique ivoirienne est en crise. Elle reste toujours en crise et je pourrais dire que le processus, on ne peut pas déjà d'office indexer le processus de réconciliation parce que c'est un processus. Tout à l'heure, le reporter a indiqué plusieurs éléments, plusieurs acquis, le retour d'acteurs politiques majeurs. C'est vrai que ce n'est pas encore terminé, mais quand on parle de processus, ça veut dire qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée, et on espère que ça va aller jusqu'à son terme. On a vu l'arrivée du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, la sortie de prison de Mme Simone Yves Gbagbo. On attend éventuellement de voir d'autres comme Guillaume Soro, qui est également un des acteurs majeurs du processus, être également associé au dialogue politique. On attend éventuellement de voir que les prisonniers, ceux qui sont prisonniers, soient, obtiennent grâce aux yeux du président de la République et effectivement eux aussi puissent être libérés. Donc c'est un processus et on espère vraiment que les choses vont aller le plus rapidement possible parce que en Côte d'Ivoire, quand il y a toujours un calme, on remarque qu'avant les grandes échéances électorales, il y a généralement un grand calme. Au fur et à mesure qu'on approche des échéances électorales, il y a une poussée de fièvre, on commence à avoir peur. Et donc, il serait intéressant que ce processus-là aille un peu plus rapidement et qu'on aborde 2025 avec plus de sérénité, de sorte que cette année, l'année 2025, soit cette année-là qui va tourner définitivement la page des crises en Côte d'Ivoire. Alors, Guillaume Bateau, je viens vers vous, mais je rappelle d'abord déjà qu'effectivement, il y a le retour effectif de plusieurs figures historiques en politique, notamment Laurent Gbagbo, pour ne pas le citer. Et ça a quand même participé ou provoqué les schismes au sein du FPI. Est-ce que la présence effective de ces leaders politiques va modifier en profondeur l'échiquier politique national ? Est-ce que c'est leur présence qui va modifier ? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que nous assistons aux prémices d'un changement des rapports de force et des positionnements des uns des autres. Ce qui est sûr, c'est que 2023 ne sera pas comme 2020. On ne verra pas face à face certains acteurs qui sont plutôt côte à côte. Et donc il est clair que la situation politique a notablement évolué et que certaines certitudes se sont évaporées parce que certains ont cru qu'avec le recours de certains, on ne va pas le nommer, et que d'autres allaient disparaître. Il se trouve que malheureusement, c'est eux qui sont en train de disparaître. Voilà. Donc, c'est ça, la vie ainsi faite. Aujourd'hui, il y a un mouvement auquel on assiste. Il y a des rapprochements, on voit des défections. On voit que le parti au pouvoir attire beaucoup de cadres, notamment de certains partis, bon, par là du PDCI par exemple, qui voit beaucoup de ces cadres rejoindre le parti au pouvoir. Beaucoup de cadres qui étaient allés aux élections de 2018 et 2021 en indépendant sont en train de rejoindre le parti au pouvoir. On voit aussi que beaucoup de proches, on a parlé de Guillaume Soro, beaucoup d'anciens proches de Guillaume Soro sont rapprochés du président Ouattara. Et bon, donc, voilà. En parlant de Guillaume Soro, on a une question de Kandé qui nous dit « La Côte d'Ivoire peut-elle se réconcilier sans d'autres personnalités politiques fortes comme Guillaume Soro ?» C'est un peu ce que Félix Boni disait juste avant. C'est ça vraiment le signe d'une bonne réconciliation, c'est la présence de tous les acteurs. C'est vraiment ça. C'est aussi important que ça. Il faut peut-être relativiser. La présence de tous les acteurs, je ne dirais pas oui, mais en tout cas la présence des acteurs clés s'impose pour un processus de réconciliation réussi. Oui. Est-ce que c'est leur seule présence ? Je crois que si nous voulons tourner la page des violences politiques auxquelles nous avons assisté dans notre pays, il faut que tous les acteurs jouent le jeu de la réconciliation. Je crois que M. Soro, qui a été un acteur majeur de la crise, je vais parler de 2002 jusqu'en 2011, et qui après s'est brouillé avec le chef de l'État, est-ce que lui aussi a envie de contribuer au processus de réconciliation en travaillant à ce processus-là? Donc oui, il faut la présence des uns des autres, mais c'est surtout l'action des uns des autres pour
favoriser le rapprochement des Ivoiriens, pour nous éloigner des violences et changer d'attitude. Je crois que c'est ça qui est le plus important. On peut ne pas être là si on estime qu'on pose des pas qui vont dans le sens du rapprochement. Je pense qu'il n'y a pas de raison que tout le monde ne soit pas là. Nous avons les oufouettistes au pouvoir et quand c'est comme ça, le plus grand référent en matière d'initiative, c'est Houphouët-Boigny. On sait comment Houphouët-Boigny a toujours su rapprocher ses adversaires politiques, même les plus farouches. Vous ne pouvez pas citer par exemple l'un parmi eux, Jean Konan Banny, et tout ça qui était dans une posture un peu belliqueuse comme Guillaume Soro, qui a fini par être l'un des partisans d'Houphouët-Boigny jusqu'à la fin de sa vie. Donc je pense que quand celui qui est au pouvoir, il lui appartient toujours d'impulser la dynamique. C'est lui qui est le pilote du train de la réconciliation. Et comme je dis toujours, c'est un processus. Et quand on parle du train de la réconciliation, le train s'arrête en gare pour prendre des passagers. J'espère que le moment viendra où il prendra le passager Guillaume Soro pour que le train puisse se réunir tous les fils et les filles les plus significatifs du pays pour qu'on puisse aller à un dialogue vrai. Oui, Fatim, moi souvent quand on évoque le président Houphouët-Boigny, je veux bien. Mais quand même, le président Houphouët-Boigny aussi, c'est la crise du 108, c'est la crise du guébier, c'est le faux complot. Donc le président Houphouët-Boigny n'était pas un pacifiste, je veux dire, sur les ongles. Il y a un contexte politique. C'est vrai, le chef de l'État et le parti au pouvoir ont la responsabilité de faire les pas nécessaires, mais il appartient à tous les citoyens, quelle que soit sa position, de contribuer à ce processus-là en prenant des initiatives qui rassurent les uns les autres. Voilà. Alors, on parle de Houphouët-Boigny et des différentes crises du 108 et du guébier, je pense qu'après tout ça, Houphouët-Boigny, ses pages ont été très vite tournées, toujours avec la même initiative. Houphouët qui a eu des émissaires envers le 108, avec le guébier, et on a vu comment ce guébier-là ont participé. Il y a eu des gens du 108 qui sont morts en exil. Alors, oui, mais ça n'a pas empêché que la Côte d'Ivoire soit aux questions. Un pays de paix sous Houphouët-Boigny jusqu'à la disposition du Houphouët-Boigny. On reste sur les questions des téléspectateurs. Quelqu'un qui nous dit, Elvis Adepo, le plus important n'est pas des regards heureux devant les caméras, mais faire une réconciliation réelle et vraie pour le bonheur des Ivoiriens. Et à quoi j'ajoute qu'effectivement, à chaque meeting ou sortie publique des personnalités politiques, il y a quand même beaucoup, soit leurs militants, ça peut être aussi des partisans, il y a quand même beaucoup d'invectives qui contrastent avec ces accolades chaleureuses. Ne craignez-vous pas que ça s'envenime? Parce qu'effectivement, des propos publiquement tenus sont souvent dans l'ordre de l'invective. Merci. Je voudrais dire un mot relativement à ce que Guillaume Gouato a dit. Et je conviens avec lui que la paix ne se fait pas seule. La réconciliation dans un État ne se fait pas non plus seule. Il est clair que les dirigeants ont la responsabilité d'enclencher et de faciliter tout l'environnement. Mais aussi, il faut que les différents acteurs qui sont concernés s'engagent véritablement dans le processus de réconciliation et de paix durable en Côte d'Ivoire. Et cela passe nécessairement par des discours, par des approches, par le respect de l'autorité et des institutions. Donc je suis entièrement d'accord avec Gouato lorsqu'il le dit. Alors, on constate qu'il y a des accolades, des embrassades. Parfois, ce sont des accolades de façade. Il est clair que les crises qui se sont succédées en Côte d'Ivoire ont été le fait des crises au sommet. Donc les différents acteurs, les principaux acteurs politiques qui se battaient pour le pouvoir politique, le pouvoir d'État, ont entraîné avec eux malheureusement une bonne partie de la population ou encore des communautés. Et le fait que ces personnalités se rencontrent, c'est déjà une bonne chose, mais il faut aller au-delà de ces accolades et de ces embrassades et inculquer une certaine ligne à ces différents militants, que ce soit au niveau des meetings et des militants, non seulement des militants, mais des cadres également du parti, pour que les invectives, les éclats de voix, tout ce qui pourrait contribuer à dégrader la situation sociopolitique n'ait pas lieu. Mais Wakil Alafé, peut-on vraiment croire que les lieutenants, excusez-moi l'expression, voire les seconds couteaux, en tout cas les cadres que vous dites, prennent la parole publiquement sans un accord tacite ou franc des leaders? C'est du zèle de leur part? Bon, il faut peut-être qu'on donne des cas précis. Moi, je peux constater que sur peut-être les réseaux sociaux, on a encore quelques tensions, mais
il me semble que le discours c'est quand même un peu politisé. Dans les meetings, vous trouvez, quand on va en région, on voit les retours sur les réseaux, les propos sont rarement agréables pour les autres. Ce sont quand même un peu policés. Par rapport à une certaine période, les discours se sont un peu apaisés au niveau des principaux responsables et puis aussi des lieutenants, des seconds couteaux. Maintenant, il peut arriver qu'un parti politique ait des points de vue divergents et soit en désaccord. Cela arrive. Mais de façon générale, il y a un peu plus d'efforts pour la courtoisie et au niveau des acteurs politiques. Ce que nous constatons, ce sont des partisans qui sont dans l'invective sur les réseaux sociaux. L'invective, ce n'est pas forcément pour des raisons politiques. Il y a une catégorie de gens qui sont dans certains secteurs, dans un langage pas toujours courtois. Dans la surenchère. Voilà, dans la surenchère, pas toujours dans la courtoisie, pour plusieurs sujets, et ce n'est pas forcément lié à la politique. On pourrait éventuellement peut-être donner des exemples pour voir s'il y a vraiment de l'invective. Voilà. En tout cas, il y a un manque de courtoisie. Je reviens vers vous, Dr Monki, parce que vous avez participé, en tout cas vous avez pris part au dialogue politique national en tant qu'expert, initié par le gouvernement, on le rappelle, mais avec la participation de beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile. Déjà, que faut-il retenir de ce dialogue politique national ? Alors, il faut saluer le dialogue politique en Côte d'Ivoire. On peut bien sûr trouver des imperfections, des insuffisances, mais le fait que ce cadre existe déjà, pour que les acteurs politiques se rencontrent et se parlent, mais aussi pour que d'autres forces comme la société civile, les organes de la société civile contribuent par la participation à surmonter les différentes crises que nous avons connues, mais à prévenir également les crises probables à venir, c'est déjà une bonne chose. Je retiens que cette 5e phase du dialogue politique a eu ceci de particulier. C'est la seule phase à l'issue de laquelle le rapport définitif a été paraphé le même jour par tous les acteurs. Donc cela signifie qu'à l'intérieur, il y a un minimum de consensus sur lequel les différents acteurs se sont entendus. Et les différents points qui ont meublé les discussions, ou alors le rapport qui présente les différents points relatifs aux mesures d'apaisement, à la réconciliation nationale et au cadre institutionnel et juridique des élections, qui étaient les 3 points qui ont été traités en réalité. Ces différents éléments-là ont donné lieu à des recommandations qui, de mon point de vue, à mon humble avis, sont en train d'être réalisées pour certains, mais il y a que, comme les élections suscitent parfois des passions, il y a que, à l'approche des élections, des éléments, ça et là, peuvent provoquer des désaccords entre les différents acteurs. Mais vous nous dites, effectivement, ils sont réunis autour de la table, ils ont discuté, et puis un document est sorti, auquel on n'a pas, jusqu'à présent, pas accès. Mais en quoi la formalisation, justement, du dialogue politique est une plus-value ? Parce qu'on est habitué, par la classe politique, d'engagements qui ne sont pas effectifs, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus habituel que de voir un politicien qui finalement ne respecte pas ses engagements. Donc, qu'est-ce que ça change de formaliser tout ça ? Oui. Ça donne quelle garantie ? Est-ce qu'ils respectent ce qu'ils ont dit ? Déjà, cela met chacun devant ses responsabilités. Le fait de se réunir dans un cadre formel, d'identifier un ordre du jour et d'en discuter et de se mettre d'accord sur un minimum engage la responsabilité de chacun. Maintenant, ceux qui vont sortir de ce cadre pour emprunter d'autres chemins qui ne vont pas dans le sens de la consolidation du processus démocratique et dans la consolidation de la paix civile, ceux-là, ils s'exposent au regard des autres citoyens qui aspirent aujourd'hui à la sérénité et à la paix. Donc, le fait de se réunir et de prendre des engagements est déjà assez important en soi. Parce que s'il n'y a pas de cadre formel, chacun peut toujours tirer la couverture sur soi. Ça me permet de répondre à une de tes préoccupations, à savoir une de vos préoccupations, désolé, est-ce que les gens sont sincères ? Bien entendu, on sait que tout le monde n'est pas sincère. On sait que tout le monde n'est pas sincère, et ceux qui ne sont pas sincères, on les connaît.
Mais, comme je l'ai dit... Si vous les connaissez, oui, présentez-les-nous officiellement. On n'a pas besoin de les présenter, ils se reconnaîtront. Parce que il y a malheureusement dans notre système politique certains acteurs qui veulent tout ramener à eux seuls. Si ce n'est pas eux, ce n'est pas bon. Mais on ne peut pas construire un pays avec un tel tas d'esprit. On ne peut pas construire un pays en disant c'est moi ou rien. Donc je pense que ces phases successives de leur politique ont permis aux Ivoiriens de voir qui sont ceux qui veulent sérieusement travailler à tourner la page de la violence politique dans notre pays et ceux qui le font juste parce qu'ils sont un peu obligés, ils sont un peu coincés, mais qui en vérité ont un agenda, un plan B. Malheureusement pour eux, ce plan B ne marchera pas. Parce que les Ivoiriens aspirent à la paix et au progrès. Vous voulez réagir? Malheureusement, j'allais dire, quand on regarde tous les acteurs politiques ivoiriens et tous sont nombrilistes, ils ne pensent qu'à eux seuls. Tout le monde pense que chacun à son niveau se dit si c'est pas moi, ça doit pas être l'autre. C'est pas tout le monde. Malheureusement, cette sincérité, on a l'impression que c'est dans tous les camps et finalement, c'est le peuple qui en pâtit. Sinon, le dialogue politique a bel et bien accouché des résolutions qui ont été quand même rendues publiques. C'est vrai que l'ensemble des questions débattues même a été rendu public, mais il y a eu quand même... Le document qui est sorti a quand même donné beaucoup d'éléments, notamment la question, par exemple, du paiement de la rente viagère du président, des anciens présidents, notamment les questions du découpage électoral que certaines formations politiques commencent à réclamer avant les élections locales à venir. Donc, il y a quand même une sorte de recommandation qui a été élaborée pas avec un chronogramme, donc du coup, dans la mise en œuvre de ces recommandations, on attend toujours de voir certains points être accélérés, mais même la question de la recomposition de la commission électorale indépendante, tout ça a été rendu public. Alors, où serions-nous aujourd'hui sans ce dialogue politique? Voici là le mérite de ce dialogue. Et les hommes politiques, quand même, ont l'habitude de dire que les crises, toutes les grandes crises finissent toujours par le dialogue. Et la Côte d'Ivoire a eu le mérite d'instituer ce dialogue et doit être suffisamment inclusif. Et j'insiste bien sûr, l'inclusivité, quand bien même je suis d'accord avec vous que on n'oblige pas, le dialogue, c'est deux parties qui se mettent ensemble, donc éventuellement les autres également doivent donner des signaux forts pour qu'on puisse vous associer au dialogue. Je suis totalement d'accord avec vous, mais il doit être totalement inclusif pour rasséréner l'ensemble de la population, pour qu'une fois qu'on tourne la page de la crise, ce soit une page définitivement tournée. Mais il ne faudrait pas qu'on ait l'impression d'avoir fermé la porte alors qu'il y a quelqu'un derrière qui peut encore toquer ou qui peut encore venir nous empêcher de dormir. Alors, messieurs, je voulais qu'on passe à la seconde partie de l'émission parce qu'elle va nous prendre beaucoup de temps. Il y aura des cas pratiques et bien sûr, on va parler aussi un peu sur le plan théorique de ce phénomène de transhumance politique. Encore une fois, à quoi il répond? On appelle ça aussi le nomadisme politique. Je vous propose déjà quelques éléments de réponse grâce à ce reportage signé Siaka Kone. Difficile de parler en ce moment de la politique ivoirienne sans évoquer la question de la transhumance. Les partis naissent et disparaissent au gré des intérêts et de la volonté des acteurs de la scène politique. Le Parlement actuel compte 5 voire 6 groupements politiques se partageant l'ensemble des partis actifs sur la scène politique ivoirienne. Ce sont entre autres la coalition du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, l'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, Ensemble pour bâtir, EPB, et le Front populaire ivoirien, FPI. Depuis la présidentielle de 2010, des vagues secouent l'échiquier politique et amènent des partis à se détacher d'un groupement pour s'allier à un autre, souvent contre toute attente. Quelquefois, des personnes physiques emboîtent le pas aux partis politiques. Des alliances parfois contre nature qui jettent le doute sur la sincérité de ces nouvelles amitiés. Des partis politiques d'idéologies opposées ou différentes vagues naviguent dans le même bateau au nom de la nouvelle alliance. Des ennemis jurés d'hier marchent aujourd'hui main dans la main pour un intérêt de circonstance. A priori, on pourrait dire que la transhumance s'explique par des intérêts. Maintenant, quel type d'intérêt? Cela peut être des intérêts économiques, des intérêts idéologiques, des intérêts politiques et des intérêts symboliques. Donc, toujours derrière le changement, il y a des intérêts. C'est-à-dire que si mes intérêts ne sont pas suffisamment pris en compte
dans mon parti de base ou dans le parti dans lequel je suis, je me dis que je dois changer de parti. Ou bien, si mon parti même change d'idéologie, ou bien si lui-même change d'alliance politique, je peux aussi me désolidariser. La scène politique ivoirienne actuelle, animée par des départs, des retours et des radiations à n'en point finir, donne plus d'une fois à réfléchir et à s'interroger sur la logique qui oriente les actions de la classe politique. Le peuple, constituant la matière de base de la démocratie, est-il toujours au centre des préoccupations de ces acteurs de la scène politique? L'intérêt personnel ou de groupuscules ne prime-t-il pas désormais de ceux pour qui ils prétendent compétir et faire le bonheur? La démocratie détiendrait-elle des facettes qui échappent au commun des Africains? Cette année 2023, année électorale, est l'occasion pour les électeurs de mieux appréhender les discours et programmes des candidats qui, au fil des élections, miroitent des promesses et des rêves. Alors, docteur Mouquet, déjà, comment définirez-vous ce phénomène de transhumance politique, même si l'élément nous apportait déjà beaucoup d'informations, et surtout, comment on le distingue d'un autre phénomène aussi, la dissidence politique? Merci, madame. Vous avez nommé cela autrement. Vous avez parlé de nomadisme politique. Oui. Donc, on parle de nomadisme politique ou transhumance politique pour désigner ce phénomène de changement d'allégeance partisane. Donc, c'est un phénomène de changement d'allégeance partisane. Cela signifie qu'un individu ou un groupe d'individus, d'acteurs politiques, appartenant à une formation politique donnée, décide de migrer à un autre bord, à une autre formation politique. Et ça, c'est ce phénomène-là qu'on désigne sous le nom de transhumance politique. Disons tout simplement que ça renvoie donc à des situations de migration d'un acteur politique, d'un groupe, à un autre pôle politique. Ce qu'il faut dire, c'est que la transhumance politique peut être constante. C'est-à-dire, comme la vie politique est animée, quotidiennement, on peut avoir des individus qui quittent un parti pour un autre. Mais la transhumance politique peut être également post-électorale. Donc, à la faveur des élections, des acteurs vont se définir, se repositionner, et pour des raisons soit idéologiques, pour des raisons d'intérêt, mais parfois aussi de proximité idéologique, peuvent décider de quitter un parti politique et adhérer à un autre parti politique. Et la dissidence ? La dissidence signifie tout simplement que nous sommes membres d'un parti politique et nous ne nous reconnaissons pas, soit peut-être parce qu'on estime que les valeurs pour lesquelles nous nous sommes engagés ne sont plus à l'ordre du jour. On peut estimer également que le parti politique ne respecte pas les statuts du parti. En tout cas, pour une raison ou pour une autre, on décide de sortir de ce parti politique et de créer soit un mouvement politique, soit un autre parti politique. C'est un peu ce qui s'est passé au FPI? Oui, au FPI. Guillaume Bateau dit non, mais attendez, laissez l'expert répondre. Au FPI, si nous prenons la période de 2010, la création, par exemple, de leaders relève de la dissidence. Et le schisme, ça relève le schisme signifie tout simplement la division. PPACI, c'est une dissidence du FPI? Oui. C'est un parti dissident du FPI? Oui, d'accord. Puisque pour bien faire comprendre... le PPACI est parti du Front populaire ivoirien. Pour bien faire comprendre ça aux téléspectateurs. Ok, elle a fait le mot transhumance emprunte encore une fois au comportement animalier, ce qui semble vraiment péjoratif. On parle de troupeaux, vraiment c'est très péjoratif. Et dans la pratique, ça se présente souvent comme des épisodes de reniement, de revirement, de ce changement de parti politique. Est-il forcément négatif? Est-ce que lorsqu'on change d'un parti politique, c'est forcément négatif pour des mauvaises raisons? Entre autres. Donc, pas forcément. C'est pour ça qu'il faut interroger le mot transhumance et se demander s'il s'agit effectivement d'une transhumance au niveau politique, au niveau humain. Parce que la transhumance animale, elle est saisonnière. On part à un endroit où il y a une meilleure condition et après on revient et on tourne. Ça tourne. C'est une migration qui est régulière. On va et vient. On va et vient. Est-ce que la transhumance politique, c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce qu'elle est régulièrement manifestée de cette manière-là? Partie parce que le climat est meilleur, comme les animaux, le climat ici est meilleur, on part. Et l'herbe est plus verte. Le climat devient à nouveau désagréable, on revient.
je ne pense pas que la transhumance politique se manifeste de cette façon. Donc il faut voir les limites de l'usage de l'expression et puis s'en tenir éventuellement à la question des revirements, des ralliements, des adhésions nouvelles. Et vous avez aussi parlé des dissidences, parce que pour l'aspect politique, la transhumance politique part aussi des désaccords et des divisions. Et il y a un peu de dissidence dedans. À la différence que le dissident, on dit, il crée un autre parti, mais en réalité, il peut aller dans un autre parti, il peut transhumer, il peut migrer ailleurs. Au lieu de créer un nouveau parti, le dissident peut migrer ailleurs. Et moi, ma position dans des débats que j'ai pu avoir par rapport à des interlocuteurs qui estimaient qu'il faut laisser les partis politiques réguler la situation, qu'il faut laisser chacun, comme vous l'avez dit, à des points de vue, il y en a qui disent c'est normal. Vous avez posé la question, est-ce mauvais ou bon? Il y a les uns qui estiment qu'il faut laisser le jeu se dérouler en interne au niveau des partis politiques. Il faut les laisser réguler ça eux-mêmes à leur manière. Moi, j'estime qu'une réflexion s'impose au niveau de la société pour voir comment légiférer sur la question en mettant des balises, en mettant une sorte de période probatoire. Voyez-vous, dans certains pays, il y a des dissidents. On dit que vous êtes libre d'être dissident, vous êtes libre de vous opposer, de sortir d'un parti. Mais par exemple, si vous avez un mandat qui a été obtenu grâce à ce parti-là, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Vous ne pouvez pas migrer ailleurs. Vous pouvez être en désaccord. À l'Assemblée nationale, vous pouvez être non inscrit. Vous pouvez être peut-être indépendant. Vous ne votez plus à ce parti-là. Mais tant que vous voulez continuer à apporter, bénéficier de ce mandat-là, vous ne pouvez pas adhérer à un autre parti. Il est possible de mettre des balises. Il est possible de voir comment au niveau national, les choses vont être régulées pour éviter de faire les choses à la tête du client et selon la force de chaque parti et selon les circonstances. Vous parlez de législation, de normes, mais je rappelle quand même que le changement de parti politique est conforme au mandat représentatif qui consacre juridiquement l'indépendance absolue de l'élu à l'égard de ses électeurs et l'irrévocabilité de son mandat, contrairement au mandat impératif. Le mandat n'est pas révoqué. Si on parle des élus, la possibilité est faite de conserver le mandat sous réserve. On dit simplement, on ne dit pas tu cesses d'être député absolument. Mais c'est un droit, le mandat en fait. est conservé. C'est un droit. Maintenant, c'est la liberté d'aller dans un autre parti, d'adhérer dans un autre parti qui est remise en cause. Sinon, l'on peut rester élu sans adhérer à un autre parti politique, et puis voilà. Mais en fait, la question, vous allez y répondre, c'est que c'est totalement légal, mais ça semble tellement amoral. Pour quelle raison ça choque les gens? J'apporte un peu de l'eau au moulin à leur fille, parce qu'en fait, l'exemple qu'ils donnent est pratiquement l'exemple marocain. C'est-à-dire, vous êtes élu sous la bannière d'une formation politique. Vous ne pouvez pas, pendant que vous jouissez d'un mandat acquis sous cette formation politique, aller dans une autre formation politique. En tout cas, vous pouvez faire votre transhumer dans une formation politique, mais pas avant la fin du mandat que vous avez obtenu sous une autre formation politique. Et je pense que si on prend la chose comme telle, on peut légiférer pour essayer de réduire quand même un volet quand même qui semble moins éthique, moins beau moralement. Être élu sur une bannière politique et puis en plein mandat, aller donner le mandat, c'est une trahison vis-à-vis des populations qui vous ont élus. Alors quand vous décidez d'aller requérir la voix de certaines populations qui se reconnaissent éventuellement à vous politiquement, je parle notamment surtout des élections législatives qui sont des élections éminemment politiques, quand vous choisissez d'aller sous les couleurs d'une formation politique, c'est une trahison qu'après avoir été élu, on se retrouve ailleurs. Alors les Marocains ont trouvé cette formule pour empêcher ceux qui sont élus sous une bannière de se retrouver dans une autre formation politique avant la fin du mandat qu'ils ont obtenu. Guillaume Bateau, je vais vous passer la parole et en même temps répondre à nos téléspectateurs. Vayob qui dit « Les acteurs politiques ne perdent pas leur crédibilité en changeant de veste à l'approche des élections ». Non, moi je pense que dans tout ce débat, ce que l'on doit regarder, c'est la liberté de conscience, la liberté d'action. Je crois que les électeurs, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, une élection, quelle qu'elle soit, est d'abord la rencontre
d'une personnalité avec son électorat. J'ai dit. Avant, généralement, les partis politiques. C'est pour ça que parfois, les électeurs se reconnaissent plus dans la personnalité à laquelle ils apportent leur soutien. Maintenant, est-ce qu'il faut légiférer? Moi, je crois que la liberté doit être la règle. La liberté doit être la règle. Et si un électorat d'une circonscription estime que son élu l'a trahi, pour utiliser le terme de mon ami Félix, l'a trahi, mais elle le sanctionne au prochain mandat. C'est ça qui doit être le principe. Pour le reste, quand on est dans un parti politique, quand on est élu dans une circonscription et que l'environnement évolue, je ne peux pas de façon générale, quand on parle de transhumance, mais la politique doit être dynamique. Elle est dynamique comme la vie. Elle ne peut pas être statique. Donc si l'environnement change, si les paradigmes changent, c'est tout à fait normal que les acteurs se repositionnent. Donc moi je pense que le principe doit être la liberté. Et si on n'est pas d'accord avec le choix d'un élu, mais on le sanctionne au prochain mandat. Je crois que c'est plus simple que de faire des acrobaties. Parce qu'en vérité, même quand vous légiférez et qu'au cours du mandat, l'élu décide de ne plus travailler avec son groupe d'origine, dans tous les cas, il n'est plus dans ce groupe. On va l'attacher à ce fauteuil-là parce qu'on ne veut pas... Non, je crois qu'il faut... Le principe doit être la liberté et on doit faire confiance aux populations le moment venu pour sanctionner ou pour reconduire... Pensez à la sanction des urnes. Messieurs, je voulais réagir, réagissez, et après on passe au cas pratique, s'il vous plaît. Voilà. Bon, moi, je veux réagir par un cas pratique. Hein. On a parlé tout à l'heure de Guillaume Soro. Voyez-vous, il a été élu député RHDP et il a été présenté par le RHD pour être président de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il lui est arrivé de dire qu'il ne veut pas le RHDP parti politique, ça prétend à créer le GPS, il a été contraint de démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale. Pourtant, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. Ça a été fait sur quelle base? Lui, il estimait qu'il pouvait ne pas être RHDP et puis rester président de l'Assemblée nationale parce qu'il a été élu pour 5 ans. La preuve, il est resté député jusqu'à la fin. Mais il n'a pas pu rester président de l'Assemblée nationale jusqu'à la fin. Est-ce qu'il ne faut pas légiférer au lieu de le faire à la tête du client? À l'époque, le RHDP a estimé qu'il ne pouvait pas conserver le tabouret de président de l'Assemblée nationale parce que c'est le... Mais ça paraît logique, non? C'est pas logique. Bon. C'est qui est logique, pourquoi on ne peut pas légiférer? Non, mais écoutez, le RHDP... Mais alors, justement... Parce que c'est une transhumance qui a été refusée. C'est-à-dire que lui, il veut migrer, il veut partir en dehors du RHDP. C'est peut-être une dissidence. Non, mais là, c'est peut-être une dissidence. On lui a opposé la loi du non. Moi, je pense que en politique, parfois, il faut être responsable. Le RHDP avait le groupe le plus important au Parlement. Donc, M. Soro avait le choix. Et il savait que s'il voulait se maintenir sans appartenir au groupe parlementaire, le groupe parlementaire avait la possibilité de présenter un autre candidat. Et il savait qu'il se serait présenté face à ce candidat du RHDP. Il aurait perdu dans tous les cas. Donc, il a préféré éviter la grande honte. C'est aussi simple. Donc, on n'a pas besoin de légiférer puisque le mécanisme pour le RHDP a été simple, à savoir dire à M. Soro, vous avez été élu député RHDP, le mandat de député en Côte d'Ivoire n'est pas impératif, vous pouvez rester député, mais si vous voulez rester président de l'Assemblée nationale, là, ce sont les députés RHDP qui décident, ou vous restez avec nous, ou vous partez. Si vous partez, vous perdez votre poste. Alors, c'est simple. Dans l'histoire, je n'ai jamais vu que... Je vais lire les questions des spectateurs. Les députés ont destitué... il n'a pas destitué, il a démissionné. Non, il a démissionné. Donc, je ne savais pas par quel mécanisme il aurait pu être remplacé. Mais on aurait pu convoquer un vote. C'est aussi simple que ça. Je n'ai jamais vu ça dans Alors, l'histoire. justement, il y a Ebro ni en Côte d'Ivoire, ni ailleurs dans le monde. Il y a Ebro M qui jamais nous vu dit... une majorité, ça a été rassemblé dans le Parlement. À l'Assemblée nationale, où on destitue un président de l'Assemblée nationale parce qu'il a éventuellement changé de formation. Mais s'il y a une motion de défiance contre le président de l'Assemblée nationale... C'est pour ça qu'il faut légiférer pour que ce qui est logique... Mais est-ce qu'on a eu besoin de légiférer pour que M. Soro se retire? Il y a monsieur... Il aurait pu ne pas se retirer. Il y a monsieur Ebro M qui nous dit que c'est un sujet qui doit être étudié au Parlement car c'est une haute trahison que de changer de casquette alors que vous avez été élu sur la base d'un discours d'opposition ou peut-être autre. C'est ce que je disais tantôt. Parce que tout à l'heure, Guillaume était en train de dire que les élections, c'est un individu face à sa population. Je suis totalement d'accord. Mais aussi, les élections,
Quand on parle d'élections législatives, par exemple, qui sont des élections éminemment politiques, même les élections locales à venir, c'est aussi des partis politiques. Parce que parfois, on a entendu ces derniers temps, pour être dans les cas pratiques, que telle personnalité, c'est le choix du président de la République, le président Alassane Ouattara. Dès l'instant où c'est dit ainsi, alors les électeurs qui se reconnaissent dans le président de la République et son parti politique se disent oui, c'est lui que nous allons voter. On a vu le cas d'Ivo où le ministre Amédée a été présenté comme le candidat du président Ouattara et on a mobilisé les partisans du président Ouattara, donc du RHDP, à n'avoir d'autres personnalités à choisir que le ministre Amédée. Donc ça veut dire qu'il y a aussi la politique, la coloration politique qui pèse dans le choix du candidat. Si le ministre Amédée ne représente rien à Divo, est-ce que le président Ouattara va parier sur lui? Est-ce que la seule volonté du président Ouattara suffit pour faire élire? Le président Ouattara est de quelqu'un qui a été battu. Mais donc, on ne le sait même pas, parce que les élections n'ont pas encore lieu. Alors attendez, les cas pratiques, monsieur, on va faire les cas pratiques immédiatement. Voilà. On va faire les cas pratiques, s'il vous plaît. D'abord avec la majorité, c'est-à-dire le RHDP pour le coup. Est-ce que la transhumance politique ou le nomadisme politique, déjà, est toujours au bénéfice du parti majoritaire, docteur Monki? Est-ce que ça existe aussi dans l'autre sens, où généralement on quitte l'opposition pour intégrer la majorité, où on arrive aussi... on assiste à... M. Niamé-Pona, qui a quitté la majorité. Oui, mais je parle en termes de proportion et de proportionnalité. Hein. Oui, et il est clair que le phénomène s'observe beaucoup plus lorsque des personnalités quittent principalement l'opposition pour rejoindre le camp de la mouvance présidentielle. Il y a des facteurs explicatifs. Si nous prenons l'histoire de la Côte d'Ivoire elle-même, à partir de 2011, la mise en place du gouvernement et tout le contexte qui a prévalu, les situations dans lesquelles les uns et les autres se trouvaient pouvaient amener des acteurs, par exemple, à aller vers le RHDP plus tard. Il y a également un facteur qu'il faut relever, c'est que le système électoral en Côte d'Ivoire, qui est caractérisé par la majorité, le scrutin majoritaire, est un scrutin qui est caractérisé par le fait que les petits partis tendent à disparaître. C'est-à-dire que dans le scrutin à majorité, que ce soit absolu ou relatif, en tout cas beaucoup plus marqué dans le cadre du scrutin majoritaire, les petits partis n'ont pas de chances de gagner des élections. Par conséquent, on va assister à des phénomènes soit de mise en place d'alliances pour gagner des élections et mettre en place une coalition pour gouverner, ou bien alors on va assister au fait que des acteurs clés se détachent de leur formation politique et aillent vers des partis beaucoup plus grands qui montrent où il y a une forte probabilité de gagner des élections. Bon, c'est pour leur survie politique, là. Vous nous dites que c'est les partis satellitaires qui ont besoin d'avoir un gros parti pour les amener peut-être à la victoire ou perdurer leur existence, faire perdurer leur existence. Encore dans les cas pratiques, le parti au pouvoir, donc RHDP, continue d'enregistrer l'arrivée des cadres de l'opposition dans ses rangs. La dernière personnalité à rejoindre le parti d'Alassane Ouattara est Raymond Doui, l'ancien maire PDCI RDA de la commune de Koumassi, après Basile Gouali, cadre lui aussi du PDCI. Comment? Gouali, oui, c'est son nom. Gouali. Voilà, de parti du président Henri Konan Bédié. Et selon Raymond Doui, la raison de son adhésion au RHDP, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a une opposition sans issue et sans vision. Que répondez-vous? C'est un sentiment partagé, c'est son droit de le penser. C'est l'un des arguments pour lesquels la transhumance... Vous le croyez? La transhumance, qui est une vieille pratique, une pratique aussi vieille que la vie politique dans le monde, parce qu'il ne faudrait pas aussi, a priori, penser que la transhumance est négative. Quand vous vous sentez dans une formation politique à l'étouffer, on adhère librement à un parti politique, on peut quitter le parti librement. Alors, s'il estime que dans son parti, il ne voit pas la vision que les dirigeants de ce parti impulsent par rapport à l'avenir politique, il peut éventuellement choisir d'aller ailleurs. Toutefois, il faut le reconnaître, les partis politiques qui sont au pouvoir drainent beaucoup plus de transhumants. Lorsqu'on a vu ici, lorsque M. Laurent Gbagbo était au pouvoir pendant les 10 ans, on a vu la LMP, la majorité présidentielle qui avait été créée. Cette majorité qui était une sorte de coalition qui avait été créée pour englober le flot de tout ce qui partait du PDCI et d'autres formations politiques, notamment, on a vu Laurent Dona-Fologo, Ouattara Nyonzi, toutes ces personnes qui ont rejoint cette majorité présidentielle qui a fini même par, j'allais dire, phagocyter un peu même le FPI, qui était membre de cette majorité. Alors, aujourd'hui, le RHDP au pouvoir,
Il est clair que le parti au pouvoir, avec tous les moyens, les privilèges du pouvoir dont on a envie de profiter. Aujourd'hui, beaucoup se disent on peut aller certainement au RHDP et espérer. Si je prends le cas de Ndoye que vous avez dit tantôt, c'est un sénateur du RHDP aujourd'hui qui, aujourd'hui, s'il voit que le PDCI ne peut pas lui permettre de renouveler son poste de sénateur à l'approche des élections locales et sénatoriales. Oui, mais justement, attendez, M. Félix Bolny. Dans sa réponse, il nous laisse entendre que c'est par conviction ou par désespoir des figures politiques nationales. Il a aussi dit qu'il a été frustré parce qu'on l'a empêché en lui demandant d'écrire William pour expliquer pourquoi il voulait voir son président. Toute cette frustration l'aurait poussé à partir. Fatim, on est bien obligé de donner raison à M. Ndoye. Parce que cette opposition, mais elle a été dynamitée par la méchanceté, je pèse mes mots, par la méchanceté du PDCI et du PPACI. Oui, le FPI et les... Oui, je le dis clairement. Est épargné. Non, mais le FPI a été victime de cette méchanceté. On a vu toute la dynamique qui a été créée avant l'élection présidentielle 2020. Toute cette opposition qui était solidaire. Mais dès la sortie de l'élection présidentielle et toutes les péripéties qu'on a connues, il s'est trouvé que le PDCI et ce qui est devenu le PPACI après et EDS ont dit nous sommes les locomotives, on n'a rien à faire des autres et on continue. Mais à partir de ce moment où on voit qu'il n'y a plus de dynamique, on est bien obligé de donner raison à M. Ndoye. Vous voulez dire quoi? Il n'y a pas de démocratie dans ces partis? Il n'y a pas dans la gestion. Démocratie, je parle même d'intérêt général. Finalement, on s'est rendu compte que ceux qui se disent les grands, dans cette opposition, n'ont pas pensé à l'intérêt général, n'ont pas pensé au sacrifice des uns et des autres. On pensait seulement à leurs propres intérêts. À partir de ce moment, on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus de dynamique. Même au niveau même, entre ceux qui sont les alliés, PDCI et PPACI, on voit déjà qu'il y a des fissures, c'est pas très... Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Moi, je suis un observateur de la vie politique nationale. J'écoute, je suis sur le terrain, j'écoute les cadres parler et je vois ce qui se passe. Allez-y à la fin. Il y a une autre expression, une autre transhumance qui est sanctionnée, c'est la transhumance des électeurs et des citoyens. Oui. Les citoyens sont sanctionnés. C'est-à-dire, tu habites Yopougon, tu ne peux pas te lever pour décider d'aller voter à Djamé sans remplir des conditions. Les citoyens sont sanctionnés, mais les politiques peuvent faire ce qu'ils veulent. Merci. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on interdit ce qui est appelé la transhumance électorale alors qu'on est dans le même pays. Oui. Tu habites tel endroit, pour pouvoir aller voter à tel endroit, il y a des conditions, on dit qu'il ne faut pas mélanger. Pour l'élection présidentielle, peu importe. Mais l'élection locale, il y a des règles. Non, mais ça ne correspond pas à l'idéologie. C'est peut-être ça la différence. Non, c'est-à-dire la liberté qu'on donne aux politiques, aux citoyens. Parce que l'électeur aussi est un citoyen. La liberté que le politique a en qualité de citoyen d'aller à droite demain, de revenir à gauche après-demain, de faire les va-et-vient à tout moment, cette liberté-là, lorsque le citoyen n'est que citoyen, n'est pas acteur politique, on ne lui reconnaît pas ça. Non, mais là, attendez, monsieur, mais les citoyens peuvent changer de parti. Non, un citoyen peut changer de parti. Ils ne sont pas des acteurs politiques. Il y a des privilèges qui sont octroyés, il y a des droits exorbitants qui sont reconnus aux acteurs politiques parce que tous les citoyens ne sont pas des acteurs politiques. Il y a 7 à 8 millions d'électeurs. Il n'y a que peut-être 10 000 ou 15 000 hommes politiques. C'est à eux qu'on réclame le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Non, c'est pas... Donc on a bien compris, vous voulez légiférer. Il y a un autre élément que je voudrais soumettre, qui sont pas des exemples. Il est important, moi il y a quelque chose qui me gêne souvent. Des acteurs politiques dans des partis politiques qui soumettent des dossiers de candidature, ils engagent à ne pas être candidat indépendant, à accepter la décision du parti. Lorsque le parti choisit ses candidats, ils ne sont pas choisis, ils deviennent automatiquement indépendants, malgré l'engagement sur l'honneur pris. Malgré l'engagement sur l'honneur pris. On va en parler. Je veux quand même que c'est normal. Je veux lire les questions. C'est vrai, le peuple est souverain et puis ils sont élus. Mais je pense que la loi devrait regarder cet aspect des choses-là. Parce que lorsque l'on est membre d'un parti politique, 3 mois avant une élection, et qu'à la faveur d'une désignation, d'une investition n'est pas retenue, on ne peut pas se déclarer subitement indépendant. Je veux dire 2 mots sur cette question. Que maintenant, on a des candidatures de transhumance maintenant. C'est-à-dire ne pas être dans une localité et puis être candidat. C'est-à-dire on donne la liberté aux acteurs politiques. Vous savez que le temps passe vite. On ne va pas réagir à chaque intervention parce qu'on n'a même pas fait... J'ai pas lu les questions des téléspectateurs. Mon voisin de gauche, le DG à la fin, a dit 2 choses sur lesquelles je veux réagir. Premièrement, tous les citoyens ont la liberté de s'inscrire dans la circonscription de leur choix, à condition d'y avoir des intérêts. Ça, c'est la liberté. Moi, je suis de Danané. Si demain, je décide, parce que je réside à Cocody,
de m'inscrire à Cocody, j'ai le choix, j'ai la possibilité de me déplacer. Donc ça, les citoyens ont la liberté. Ce qui est moralement condamnable et que l'on refuse, c'est qu'on fabrique un bétail électoral juste parce qu'on a envie de gagner une élection. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il a parlé des candidats qui sont choisis, qui s'engagent à ne pas être indépendants et parce qu'ils ne sont pas choisis. Mais quand ils s'engagent aussi à ce que le processus soit transparent et équitable. Or, malheureusement, les processus de désignation de nos candidats, pour le moment, dans nos partis politiques en Côte d'Ivoire, ne sont pas aussi transparents qu'on pourrait l'espérer. Imaginez-vous, et je l'ai dit tout à l'heure, un cadre qui passe 5 ans à entretenir les bases de son parti politique, à être présent aux côtés des populations, à se battre pour régler les problèmes des gens. Et dans l'appareil, parce que quelqu'un d'autre connaît les décideurs, on un processus opaque et on le met de côté. Mais s'il va en indépendant et qu'il gagne, mais c'est lui qui a eu raison. C'est pour ça que je dis, le principe... oui, mais il s'engage aussi. Est-ce que le parti politique s'engage aussi à faire un processus transparent? C'est ça qui doit être la règle. Non, mais attendez. On ne peut pas se cacher derrière des engagements écrits pour faire de la combine. La transparence, on ne signe pas. Oui. Bah, pourquoi pas? On est d'abord discipliné. Docteur Monki, monsieur, on ne va pas réagir à chaque fois. Tout sinon, à fait. Mais voilà, je voudrais me prononcer sur 2 points essentiels. La question du départ des cadres du PDCI vers le RHDP. Alors, moi, voici ma lecture de la situation. Qu'est-ce que c'est qu'en réalité le RHDP? Donc, quand on regarde le logo de ce parti, on voit bien que c'est une association jusqu'à aujourd'hui avec tous les logos des différents partis constitutifs de ce parti-là. Et puis, deuxième élément, c'est que le RHDP se réclame donc aux fouettistes. On se rend compte qu'on est d'abord oufouettiste avant d'être libéral. On est d'abord oufouettiste avant d'être du centre-droit, comme le PDCI. On est oufouettiste d'abord avant d'être du centre, par exemple, comme l'UDPCI. Alors, si nous sommes avec de tels cas de figure, on se rend compte que ces différentes formations politiques ont été allaitées au même sein. Et que par conséquent, les allées et venues qui posent véritablement un problème d'éthique en politique se trouve tout de suite minimisé à la limite. Parce on voit bien que on tourne. Oui, il y a une cohérence. Donc, il y a cet élément-là. Justement, il y a une cohérence idéologique. Voilà, mais on va parler des cas où ça paraît moins cohérent. Bon, l'UDPCI de Maprit-Touarkeuse, là, vous nous dites que c'est cohérent, mais quand même, quand on se souvient de ces prises de position lors de la dernière élection présidentielle, bon, la cohérence n'est pas aussi évidente que ça, même s'il y a... Encore une fois, c'est un peu un retour au bercail de sa première famille politique. Je peux dire rapidement un mot là-dessus? Ou bien... Allez-y, rapidement. OK. La lecture également que je fais ici, en fait, à l'observation du positionnement ou encore de la taille des partis en présence. Quand nous voyons l'UDPCI n'est pas un parti... n'est pas un grand parti quand nous sommes en Côte d'Ivoire, parce que les grands partis, on les voit, c'est le RHDP, c'est le PDC-RDA, c'est le FPI, c'est le PPACI, etc. Donc, le PPC a plus d'élus que d'autres partis que pardon? Que même non, en fait, j'ai dit cela en termes... mais ils ont plus d'élus. Quand vous dites grand, bon, c'est ça. Il y a des critères en fait pour définir ces éléments. Et donc quand on voit que l'UDPC, je ne dis pas que ce n'est pas un parti important. C'est le nombre d'élus également. Oui, mais il y a aussi la force financière, il y a la capacité de mobiliser, il y a tous ces critères-là qui interviennent également. Mais je voulais tout simplement faire remarquer que le retour du docteur Maprit-Touarkeuse me paraît comme étant un calcul politique. Et on peut au moins lui concéder ça. Là, c'est par opportunisme, purement? Oui, je peux le dire, parce que on voit bien qu'au niveau du RHDP, par exemple, il y a au niveau de la question du conseil régional, par exemple, des actions qui étaient menées et qui visaient à positionner un acteur important de ce parti politique au niveau du conseil régional. Alors, le leader de l'UDPCI peut se sentir menacé et estimer qu'il pourrait
préserver ce siège de conseil régional en ayant la caution du RHDP, par exemple. Donc, ce sont des analyses comme ça. Vous corroborez les propos de Bemsi qui nous dit que c'est pour ambition de poste que naissent aussi les dissidences et ces transhumances politiques. Pardon ? Pour ambition personnelle et de poste. On a parlé de Mabrit Warqueuse, mais je voudrais qu'on s'intéresse au FPI. Parce que là encore, vous nous dites qu'il y a quand même un lien idéologique, c'était la même famille, même s'il y a eu vraiment des actions qui posent question en 2020. Et ce revirement. Maintenant, le FPI affirme régulièrement aussi vouloir se rapprocher ou collaborer avec le RHDP. Déjà, est-ce que son président, Pascal Affi-N'Guessan, envisagerait ou souhaiterait, je ne sais pas, entrer au gouvernement lors d'un prochain remaniement? Non, parce que ça, c'est pas le projet du président Affi-N'Guessan. Le président Affi-N'Guessan dirige le Fonds populaire ivoirien. Il s'apprête à aller compétir pour se faire réélire président du conseil régional du Moronou. Je crois que l'alliance souhaitée ou projetée avec le RHDP n'a pas pour objectif, en tout cas n'a pas pour premier objectif de voir le président Affi-N'Guessan retourner au gouvernement. Je rappelle qu'il a été ministre et Premier ministre. Donc, oui, ouais. Mais quand il y a ce type de rapprochement, parce que là on parlait d'idéologie, c'est vrai que dans l'imagerie collective, le FPI c'est un parti socialiste, voire même d'obédience à l'origine peut-être marxiste, et le RHDP c'est un parti purement libéral, et certains même le qualifient d'ultra-libéral. Comment comprendre cette alliance idéologique et ce grand écart aussi intellectuel? Alors d'abord, il faut dire, moi j'entends ce débat, ce n'est pas la première fois, ce ne serait pas la première fois qu'un parti de gauche, social-démocrate comme le Fonds populaire ivoirien, s'allie électoralement ou dans une alliance gouvernementale avec un parti de centre-droit. Quand on dit que le RHDP est un parti ultra-libéral, je ne suis pas d'accord. Bon, libéral pour certains. Quand on regarde le programme du président Ouattara, ce qu'il applique depuis qu'il est là, moi j'allais dire c'est plutôt un programme de gauche. Quand vous regardez l'électrification pour tous, quand vous regardez l'adduction en eau potable, quand vous regardez que le président Ouattara augmente les fonctionnaires, paye même le 13e mois aux fonctionnaires, augmente 2 fois le SMIC, ce n'est pas un programme ultra-libéral. Maintenant, je reviens à ce que vous avez dit. Donc, je dis, ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Je vais prendre 2 cas en Europe aujourd'hui. Vous avez au Danemark aujourd'hui une coalition entre les sociaux-démocrates... C'est un régime présidentiel ou pas? Parce que ça... Je viens. Ah ben voilà, mais c'est dans ce cas... Non. C'est un régime présidentiel qu'il n'y a pas... Mais ça change tout. Madame, vous pouvez laisser que je... Allez-y. Allez-y. Question. Si vous avez déjà la réponse... Alors, je vous dis qu'aujourd'hui, au Danemark, même si c'est un régime parlementaire, mais il y a que Madame le Premier ministre Frederiksen a des alliés libéraux dans un même gouvernement. Je prends l'Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz, aujourd'hui, gouverne avec les libéraux. On parle même de la coalition. Je vais terminer. Je sais que vous êtes très pressé. Non. Donc, on a un temps en partie. Je vais terminer. Donc, en Europe, aujourd'hui, la première puissance européenne, c'est une coalition de gauche et de droite qui gouverne l'Allemagne. Mais ce n'est même pas nouveau. Le chancelier Olaf Scholz lui-même, pendant 8 ans, a été membre du gouvernement de Mme Merkel, qui est un gouvernement de conservateurs. J'en reviens en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien et le RDR, qui est l'ancêtre du RHDP, ont été alliés ici, en Côte d'Ivoire. Mais avant le Front populaire ivoirien et le RDR, Zadi Zaourou, père à son âme, et l'USD, étaient alliés au président Bédié dans un gouvernement. Ensuite, le PIT2, je vais vous citer l'exemple pour que vous soyez édifiés. Non, on l'est déjà, mais on va vous répondre. Docteur Monquet, s'il vous plaît, je compte sur vous en tant que professeur de sciences politiques. Vous pouvez nous expliquer la différence, franchement, entre un régime présidentiel et un régime parlementaire. On n'a pas besoin dans notre pays de former cette majorité. Pourquoi pas? Non, mais attendez, les coalitions antinomiques sont dans des pays parce que le régime impose de former une majorité pour pouvoir gouverner. Donc, le cas danois que je vous ai cité. Est-ce qu'il peut répondre, s'il vous plaît? Les Danois n'avaient pas obligation de s'allier aux libéraux. Ils l'ont fait face aux intérêts de leur pays. Est-ce que Dr Monquet peut répondre? Alors, disons que dans un système parlementaire, tout se dessine à partir des élections législatives. Les différents compétiteurs vont donc à la compétition et à l'issue de cela, il y a des scores qui sont obtenus. Et les scores qui sont obtenus par les différentes formations politiques représentent le nombre de sièges au Parlement. Si nous arrivons dans un cas de figure où un parti politique A déjà, à l'issue des élections législatives, à la majorité absolue, eh bien ce parti politique A-là prend la direction du Parlement, et à partir de là, comme dans le système parlementaire, on a une sorte de... C'est-à-dire que le gouvernement est issu de la majorité parlementaire, donc il y a un lien étroit entre la majorité parlementaire et le gouvernement. Le candidat
des têtes, comme on appelle Spitzenkandidat, par exemple, comme en Allemagne, devient alors le chancelier et forme son gouvernement. On observe que le manque ou bien l'absence de majorité absolue, généralement, comme il est coutume actuellement, il est fréquent, en Europe, pousse les différentes formations politiques à la mise en place des coalitions pour gouverner le pays. Antinomique, ou en tout cas d'un grand écart, on peut passer d'un extrême à l'autre. Il a donné l'exemple de l'Allemagne, parfois on parle de grandes coalitions, on parle de petites coalitions aussi. Mais en fait, il s'agit de discuter et de revoir l'agenda, de sorte à ce que chaque parti politique ou bien chaque bord se retrouve dans l'agenda commun. Mais ça pose une question que je vais vous poser, messieurs. L'idéologie en Afrique. Parce que vous avez dit, et là vous avez raison, c'est qu'effectivement, une partie du programme du président Ouattara, qui est issu d'un parti libéral, c'est quand même comme ça qu'ils le présentent, ils font pas partie de l'international socialiste, excusez-moi de le rappeler. Mais le programme est social, on a l'impression que l'idéologie sur nos tropiques n'existe pas. Et en plus de ne pas exister, crée une confusion. Il y a toujours, dans le cadre du développement, un volet social, vu la réalité sociale économique de nos États, et il y a aussi une partie libérale, vu les injonctions des bailleurs de fonds ou des institutions internationales. Oui. Donc, c'est toujours un savant mélange des deux. Mais c'est justement ça. Est-ce que le FPI au pouvoir ferait une politique purement sociale ? Mais le FPI a dirigé la Côte d'Ivoire et on a vu avant la crise de 2002, le programme du FPI était un programme social. La décentralisation, l'augmentation du prix d'achat aux paysans du café et du cacao, etc., etc. Mais je me dis, même au pouvoir, le FPI, ça n'a pas empêché le FPI d'avoir 5 ministres RDA dans le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo avant la crise. Il y avait 5 ministres RDA qui ont intégré le gouvernement en août 2002. Il y a quelqu'un qui veut... Ah, mais c'est une réalité. Donc, nous n'étions pas en crise. En 2002, nous n'étions pas en crise. Guillaume Bateau, on vous demande... Le gouvernement du 5 août 2002, c'était avant la rébellion. Le gouvernement d'union fait à l'issue du forum de la réconciliation. Mais il n'y avait pas de crise. Les élections fonctionnaient. A rendu ses décisions le 5 août. Mais j'ai rappelé aussi que le président Vaudier et le PIT avaient appartenu au gouvernement du président Bédier. Le président Vaudier et le PIT étaient à gauche. L'USD de Zali Zaou était à gauche. Ils avaient rejoint le président Bédier. Guillaume Bateau. Pour dire quoi? Ce n'est pas une nouveauté en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une nouveauté politique, mais en plus, comme je l'ai dit, un parti comme le FPI n'a aucune gêne à travailler avec un gouvernement qui pose des actions sociales claires, comme je l'ai dit. Alors, question. On vous a accusé, avant le schisme, le FPI, on a accusé souvent la branche Afine-Guessant d'être extrêmement proche du pouvoir, voire même d'être... un peu, être contre le camp plutôt Gbagbo, oui. En allant dans ce sens... Mais ceux qui nous ont accusés, ils étaient au palais présidentiel, ils se sont mis au garde à vous, et on a débloqué 1 milliard pour ils ont caché dessus. Non, il faut être sérieux. Le Fonds populaire ivoirien, son président, dès la fin de la crise, on prenait la réconciliation, le dialogue politique pour sortir de la crise qui avait été créée, qui avait été très profonde. Ceux qui nous ont critiqués, mais on va voir aujourd'hui que c'est eux qui sont dans le dialogue politique aussi, qui sont revenus, qui ont occupé leur poste. Et ils ne s'en plaignent pas. Mais c'est parce qu'il y a eu cette discussion, cet état d'esprit pour dire nous avons fait la guerre, aujourd'hui nous avons perdu la guerre, il faut sortir de l'esprit de belligérance, il faut discuter avec ceux qui sont au pouvoir pour libérer les prisonniers politiques, pour faire revenir les exilés, pour permettre à ceux qui ont perdu des biens de les retrouver, ceux qui ont perdu leur terre de les retrouver. Mais c'est cette politique-là qui a permis à ceux-là justement de revenir et d'aller au palais présidentiel pour se mettre au garde à vous. On est d'accord. Une dernière question de M. Konaté. M. Bateau, pourrait-il quitter le FPI pour une autre formation politique? Comme on parle de transhumance. Ce n'est pas l'ordre pour le moment. Je me sens très bien au Fonds populaire ivoirien. Je pense que ça n'arrivera peut-être pas. Ils vous ont répondu, monsieur, est-ce que, à contrario, parce qu'on parlait de la transhumance du côté du pouvoir, est-ce que vous avez d'autres cas à nous citer dans l'autre sens? Est-ce qu'il y a des gens, des cas du RHDP qui ont quitté récemment ce parti pour aller dans un autre parti de l'opposition? Pas à votre connaissance? Pas des cas connus, récents, mais il y a eu des cas anciens. Et puis, il y a ce qu'il faut noter, c'est que c'est peut-être pas au niveau les désistements ou les dissidences peuvent ne pas être au niveau des acteurs politiques. Ça peut être au niveau des citoyens qui peuvent avoir des sentiments qu'ils n'expriment pas, qui peuvent avoir des désaffections qu'ils n'expriment pas ouvertement, mais qui attendent peut-être le moment du vote pour le faire savoir dans les urnes. Ça aussi, ça peut exister. Cela dit, je note qu'effectivement, il y a eu par le passé, ici ou ailleurs, ce type
d'alliances que vous avez qualifiées de grand écart, ça existe, bien entendu, mais le fait qu'ils aient existé par le passé, justement, nous rappelle que lorsque ces alliances-là étaient conclues, elles étaient critiquées aussi. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que d'autres observateurs aient des interrogations là-dessus, sur cet aspect. Mais bien entendu, il y a des avantages positifs, il y a des avantages, des aspects positifs dedans, comme aussi il peut y avoir des inconvénients. Je voudrais aussi noter, vous avez parlé d'idéologie, on pourrait remplacer le concept d'idéologie par celui de conviction. Voilà, la question c'est d'avoir des convictions, c'est d'avoir des idées, des valeurs auxquelles l'on croit, mais l'idéologie en tant que concept autrement avec les classifications rigides d'antan, idéologie, lorsqu'on parle de marxisme, de libéralisme, de néolibéralisme ou autre, ce sont des notions qui ne sont plus aujourd'hui d'actualité parce que il y a une sorte de dépassement où on a eu des glissements. À un moment donné, le capitalisme est devenu économie sociale de marché. De l'économie de marché, on est passé à économie sociale de marché. On parle après de capitalisme à visage humain. Donc, il y a des concepts qui se créent. Et aujourd'hui, on a un mélange d'agissements et de pratiques pour le bien-être des populations avec des théories qui s'entremêlent et qui ne sont pas totalement dans le rejet les unes des autres. Et c'est pour cela qu'on peut avoir un régime libéral qui a un visage humain, qui n'est d'ailleurs pas nouveau, parce que Houphouët-Boigny, qui était déjà libéral, dit-on, avait aussi un visage humain, un visage socialiste, un visage social à travers un certain nombre de pratiques et de politiques. Donc c'est quelque chose qui est aussi ancien, qui n'est pas forcément nouveau. Et une autre question qu'on n'a pas posée, parce qu'on parle souvent de manque de conviction, mais est-ce que c'est possible aussi d'envisager qu'on fasse ce ralliement, par exemple de la majorité, parce que finalement certains acteurs politiques ont fini par être convaincus par le bilan du chef de l'État? Il y a aussi ça existe aussi des cas de figure où les gens viennent par conviction? Oui, il y a des gens qui viennent par conviction, qui peuvent regarder ce qui se passe dans leur environnement, dans la conduite des affaires, dans peut-être même le développement, et cela peut changer des positions. Même, on peut avoir même une idéologie et puis voir que l'autre qui est là appartient à une autre idéologie, mais qui réalise des choses qui font qu'on peut avoir envie de le rejoindre. Donc, toujours est-il que moi, je ne suis pas contre les alliances politiques. Parce que les alliances politiques qu'on peut appeler même contre nature, ces alliances vont dans le sens du regard, et je rejoins Guillaume sur la question de l'intérêt du pays. Si l'intérêt nécessite qu'il y ait des alliances même de contre nature, et c'est cela... Pas d'alliance contre nature. Je le dis comme ça entre griffes, et c'est voilà, cela qui explique... Cela, qui explique également la confusion dans les idéologies. Quand on parle de capitalisme à visage humain, c'est toutes ces alliances, les uns avec les autres, qui imposent que l'on prenne en compte, j'allais dire, la vision des autres pour qu'on puisse se mettre ensemble. C'est tout ça qui arrive à doser le libéralisme, à changer le visage du socialisme. Et tout ça, ça va dans le sens de comment est-ce qu'on peut co-gérer dans l'intérêt général de la nation. Tout ceci étant, cela n'enlève en rien la question de la transhumance à visage alimentaire. Alors, quand on fait une transhumance à visage alimentaire juste pour son propre ventre, au détriment éventuellement de là où on est quitté, ou de peut-être ceux qui vous ont élu, ceux qui ont cru en vous. J'ai envie de demander à Félix s'il a regardé dans le ventre de ceux qui bougent. Non, quand on a tenu certains discours peut-être il y a un mois et que on peut changer la question alimentaire, honnête. Alors votre discours peut-être aura drainé de gens, vous aurez peut-être envoyé des gens à l'abattoir, et que le lendemain, quand vous changez ainsi, moi j'appelle ceci une trahison. Et cette trahison populaire, elle mérite que parfois on légifère pour que les gens n'aillent pas envoyer des populations, ne déroulent pas les populations pour se retrouver finalement ailleurs, ces populations qui se retrouvent orphelines. Parce que quand on a un leadership, qu'on draine des gens derrière soi, il ne faudrait pas après les égarer et puis aller juste au calcul d'intérêt. Voilà, on passe à la suite parce qu'il nous reste un quart d'heure d'émission, si vous voulez. Oui, il a été créé, bon, paix à son âme, avec tout le respect que je peux avoir pour lui, il a été créé ce qu'on appelle le follogoïsme. Peut-on dire que
Flogo, avec tout le respect que quoi, le Soleil est le père de la transhumance en Côte d'Ivoire, ou le modèle achevé. C'est quoi, le vêtement qu'on sèche sur le plus près du soleil? Non, mais attends. Moi, je voudrais dire un mot sur... Tout en rappelant que j'ai mis des réserves sur le mot même transhumance dès le départ. Je voudrais dire un mot sur la question de l'idéologie ou des idéologies en Afrique. Vous êtes interrogé, et c'est légitime. Est-ce qu'on peut parler de la mort des idéologies? Il y a des systèmes, par exemple, où la question idéologique est rigide. Quand vous prenez les États-Unis, vous voyez que la question idéologique est vraiment rigide. Mais quand vous prenez un pays comme le Canada, on passe facilement d'un aspect à l'autre. Ce que je voudrais dire pour le cas de la Côte d'Ivoire et pour les pays en voie de développement, c'est que la question de l'idéologie est importante. Parce que c'est sur la base de l'idéologie que les différents compétiteurs vont à l'assaut des voix des électeurs et cherchent à gagner des élections. Maintenant, lorsqu'il s'agit de gouverner et qu'il y a des contingences existentielles auxquelles vous devez faire face pour vos communautés, et que le rôle d'un système politique, c'est de satisfaire les besoins matériels et immatériels des populations, vous êtes obligé, quand bien même vous êtes libéral, vous êtes libéral, vous êtes obligé de faire une politique sociale. Sinon, vous ne serez pas réélu. Parce que vous ne pouvez pas pousser l'État à se retirer énormément du système économique, par exemple, sans prendre en compte la fronde par rapport à la question des chômeurs. Monsieur, je veux qu'on parle, s'il vous plaît, à la dernière partie de l'émission qui s'intéresse aux prochaines échéances électorales et surtout aux populations. Quelles sont leurs craintes et leurs attentes? Réponse au micro de Siaka Kone. On espère que tout va bien se passer dans la paix. C'est la paix qu'on recherche le plus. Et on espère que les candidats qui seront élus pourront satisfaire la population, faire ce qu'on attend d'eux afin que tout le monde soit satisfait. Ceux qu'on va voter, nos craintes, c'est qu'ils ne tiennent pas leurs paroles. Nos craintes, c'est que les élections ne se passent pas en bonne et due forme. J'ai un peu peur parce que quand je vois l'engouement de part et d'autre par rapport aux partis politiques, le RHDP, le FPI, PPACI, ça me fait un peu peur. Ce que nous espérons, c'est que vraiment ces autorités qui seront choisies par la population représentent réellement le choix des populations et qu'ils traduisent réellement les préoccupations des populations. Au niveau des craintes, c'est de la façon dont se déroule cette période électorale. Souvent, la plupart du temps, nous plongeons dans la violence et c'est ce qui est dommage. Pendant que c'est les unes qui doivent parler, voilà, et pour que tout le monde soit unanime dessus. Mais nous comptons seulement sur la bonne foi, voilà, des organismes qui organisent ces élections pour mettre tout ce qu'il faut, pour contraindre s'il le faut, voilà, les uns et les autres et les différents participants à se soumettre à des règles obligatoirement. Et que s'il le faut, que la justice aussi tranche lorsqu'il va y avoir des débordements et des dérapages pour situer les responsabilités et ainsi de suite. Nous sommes en période électorale et nous attendons de nos dirigeants des élections apaisées. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, les différentes crises ont troublé le pays. Il ne faut pas qu'il y ait des dysfonctionnements ou bien moi je vais être là, l'autre dit non, c'est moi qui dois être là. Bon, je ne sais pas. On a vu pendant les autres élections que c'est moi qui ai gagné, c'est pas toi qui as gagné, laisse-moi la place, tout ça là-dedans, on veut plus ça. Je ne voudrais pas qu'on revive encore les choses passées. Il faudrait que ça se passe dans de meilleures conditions, dans la discipline. Je pense que ça va aller, j'ai pas trop de craintes. Alors, monsieur, vous venez de voir ces réactions des populations entre espoir et crainte. Quelqu'un l'a dit dans cet élément parlant de... finalement faire confiance aux organes qui s'occupent de ces élections. On vient d'avoir un épisode important, c'est la révision de la liste électorale. Quel constat faites-vous? Je pense que c'est un processus, on l'a dit. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup encore à faire pour arriver à un processus électoral, je veux dire, qui satisfasse tout le monde. Mais on peut reconnaître quand même à la commission électorale, du fait déjà de la présence de tous les acteurs principaux au sein de cette commission, que ce soit la société civile ou les partis politiques, qu'il y a des efforts qui sont faits. Moi, ma seule petite déception, mais qui n'incombe pas à la commission électorale indépendante, c'est le manque de documents administratifs pour les populations pour s'inscrire sur la liste électorale. Ce qui fait que notre liste électorale, malheureusement, est encore faible comparativement à la population en âge de voter. Donc je crois que sur la question, c'est vrai qu'il y a eu le débat,
Mais il faut vraiment que le gouvernement, pour les années qui viennent, fasse un effort, qu'il y ait même une action politique d'envergure pour permettre à nos populations de disposer de documents administratifs pour s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons environ 30 millions d'habitants, à peu près la même population que le Ghana, mais en termes d'électeurs, le Ghana, c'est pratiquement le double de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a un effort à faire à ce niveau. Cela ne compte pas, je le répète, à la commission électorale, mais la commission électorale, le gouvernement et les acteurs politiques et la société civile doivent faire en sorte que, en période plus calme, que cette question soit adressée pour que, aux prochaines élections présidentielles, par exemple, nous ayons un plus grand nombre d'inscrits sur les listes électorales. Alors, je me tourne vers Bakili Alafé parce que dans l'intelligence d'Abidjan, vous aviez un article qui s'intéressait justement aux échéances 2023. Alors, c'est pas de la transhumance, mais c'est un phénomène auquel on assiste, c'est le parachutage, comme vous disiez, en termes d'élections locales ou d'imposition d'un candidat. Il y a l'air d'avoir beaucoup de contestations. Bon, là, ce coup-là, c'était sur le HDP, mais on va parler de l'opposition aussi. Il y a des candidatures qui posent question, en tout cas qui interrogent. Oui, on attend les listes du PDC à Yopougon, où il y a plusieurs candidats à l'investiture. On attend à Cocody, on attend les listes du PPACI. Et bon, je ne sais pas s'il y aura consensus partout au niveau du FPI, le grand parti. Bon, on attend tous les partis politiques. On attend tous les partis politiques. Il est évident qu'il y aura des contestations ailleurs. Le RHDP a choisi d'aller tôt, un an avant, pour avoir le temps, et tous les autres partis suivent le tempo pour avoir le temps de régler en interne les problèmes qui vont se poser. Et il faut le remarquer, le dire. Et je voudrais, quand nous sommes à la fin de l'émission, évoquer pour la liste électorale. Du coup, nous attendons le bilan, le point par la commission électorale indépendante pour savoir combien de nouveaux enrôlés et quel sera le chiffre total de la nouvelle liste électorale. Il faut saluer aussi le fait que cette opération soit faite pratiquement un an avant l'élection. Et je voudrais terminer en disant que, vous savez, il y a un protocole CEDEAO qui interdit les révisions des lois électorales 6 mois avant. Oui. Voyez-vous, cette disposition, on devrait aussi l'appliquer sur la transhumance. Oui. Décidément, non, mais il propose de légiférer, on comprend, c'est son point de vue. On ne peut pas changer de loi sur les élections 6 mois avant, on ne doit pas pouvoir changer peut-être 3 mois avant, 6 mois avant. Quelques mots sur l'opposition avec la modification de l'échiquier politique. C'est vrai qu'on s'attendait, après sa venue, à quand même une sorte de plébiscite, en tout cas du côté de ses partisans et adhérents de l'ancien président Gbagbo, et on a vu beaucoup de défections au sein de son parti, et on a l'impression même d'assister à une sorte d'isolement, parce qu'on croit comprendre qu'il peut y avoir des alliances entre les 3 leaders que sont Blé Goudé, Pascal Afid-N'Guessan et Madame Simone Ivé Gbagbo. C'est votre constat actuellement? Est-ce que l'opposition se repositionne et surtout se modifie en profondeur? Effectivement, il y a une sorte de modification en profondeur de l'opposition, d'autant plus que l'ex-parti au pouvoir, le FPI, a accouché aujourd'hui de 4 nouvelles formations politiques, je dirais le PPACI et le MGC de Simone Gbagbo, je dirais également aussi le parti de Blé Goudé, qui ne surfe que pratiquement sur le même électorat que le FPI. Et puis aujourd'hui, tout cet ensemble n'a pas encore montré un visage clair de cohésion. C'est vrai qu'il y en a quelques rapprochements entre certains. En temps, on voit que le PPACI, qui est proche du PDCI-RDA, qu'est-ce que le PDCI-RDA et le PPACI feront des autres? Donc on a une opposition éparse, ne pas dire dispersée par rapport à un RHDP qui se consolide au quotidien. Et je pense que l'opposition a encore beaucoup à faire, beaucoup de chemin à faire avant 2025, mais déjà 2023 sera l'épreuve très importante pour... Est-ce que ce sera le moment de vérité? On est tous conscients qu'aucun de ces 3 leaders ne va prendre part personnellement à ces élections de 2023. Je parle du président de la République et de ses prédécesseurs. Mais est-ce que leur figure va jouer un rôle important, c'est-à-dire dans l'esprit des gens, cette figure politique? Et est-ce qu'on ne risque pas de personnifier ces élections locales? RHDP, oui, mais pas forcément dans l'opposition. Je pense, je ne sais pas si je peux répondre, je pense que 2023 va être, j'allais dire, le tour de chauffe pour 2025.
chaque parti politique va essayer de faire le maximum pour se donner les chances d'arriver en position de force en 2025. Maintenant, est-ce que les leaders vont impacter? Forcément, le président de la République, il est encore le président du RHDP. Forcément, il va peser dans le débat. Absolument. On a déjà dit qu'il pèse déjà dans le débat pour le choix des candidats de son parti. Il va certainement peser dans le débat. Est-ce que ce sera la même chose pour le président Gbagbo et Bédié? On attend de voir. On attend de voir. Mais dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que l'alliance PPACI-PDCI sera scrutée. Est-ce qu'il y aura une alliance aussi forte qu'on l'a eue avec EDS et PDCI en 2021? Les premières informations tendent à dire le contraire, parce que déjà, on sait qu'à Yopougon, c'est pas très sûr que M. Gbagbo, je veux dire Michel, le fils du président Gbagbo, aille avec Dia Oufoué. Il y a déjà des discussions. Il y a un courant fort au sein du PDCI qui n'est pas pour cette alliance. Est-ce que ce courant va l'emporter ou... Bref, donc tout ça, on attend de voir. Mais à vous écouter, c'est ça, on a l'impression que l'opposition avance en rang dispersé, alors que la majorité semble... est dispersée depuis octobre 2000. Mais le FPI fait partie de l'opposition encore. Oui, mais le FPI avance seul, à son rythme, selon ses intérêts. La dispersion. Ah oui, mais les gens ont voulu qu'on disperse, on va disperser. Approfondir le clivage. Docteur Mouki, vous voulez intervenir? Nous n'avons pas vocation à... J'aimerais qu'on pense aux populations, justement, parce que il y a un problème qu'on n'a pas pu évoquer parce que le sujet est tellement complexe et on n'a pas eu faute de temps. Dans le fonctionnement des partis, beaucoup nous font comprendre que l'aspect financier est ce qui paraît logique important. Et on accuse souvent nos populations d'être... alors quel terme? Je n'ai pas envie de froisser quelqu'un, mais... si ce n'est pas instrumentalisé, manipulable, ou en tout cas achetable. Vous voyez, parce que nos... Les sardines. Voilà, non, mais parce que... Et c'est vrai, parce que les partis politiques aussi ont une fonction sociale. Ils prennent en charge la plupart de leurs militants sur des problèmes de santé, d'éducation. Si on est factuel et sincère, ils font beaucoup. Peut-être ils en font-ils trop, et ce n'est pas leur rôle. Mais pour l'instant, ils subventionnent le quotidien de beaucoup d'Ivoiriens. Est-ce que ça participe au choix des votes des électeurs? Absolument. Absolument. Est-ce regrettable, n'est-ce pas regrettable? Non. Comment on fait? Bon, bien, nous sommes... Attends, laissez le Dr Mouki commencer, s'il vous plaît. Nous sommes dans un contexte de construction de la démocratie. Nous avons des pesanteurs qui nous retiennent, qui nous tirent vers le bas. Et parmi ces pesanteurs, il y a la question de l'assistanat. Mais cette question de l'assistanat est liée également à la pauvreté, à la paupérisation et tous ces éléments-là. Mais également à la compréhension même du succès, la notion de succès. Le succès qui n'est pas perçu comme quelque chose d'individuel, mais plutôt comme quelque chose de collectif. Ainsi, quand quelqu'un est nommé ministre d'une région, toute la région se trouve... Compte sur lui. Compte sur lui. Et ça, c'est un handicap pour la démocratie. Mais c'est aussi, disons, en quelque sorte, des impératifs culturels pour ce qui concerne l'Afrique. Un élu me disait une fois, mais docteur Franck, quand j'étais candidat, les gens de ma région s'étaient mobilisés à tel point, il y avait un certain enthousiasme, mais ils attendaient tout simplement que je sois élu pour que je traduise, ou bien que je manifeste envers eux une proximité de sorte à ce que soit compensé l'enthousiasme de me voir élu. Cela, il dit, par exemple, quand il va chez lui, il faut que 2 fois par mois, il va chez lui 2 fois par mois, il faut qu'il y aille avec des sacs de riz, avec de l'argent, etc., etc. Il faut qu'il achète la carte des bus des jeunes qui l'ont soutenu. Donc, il y a cette réalité-là, effectivement, qui est liée au contexte africain et qui... Mais est-ce tenable? Et est-ce que ça ne parasite pas? Ou en tout cas, est-ce que ça n'empêche pas d'avoir une vision claire de l'électorat dans notre pays? Parce qu'on nous parle d'abord de l'aspect ethnique, là vous parlez de l'aspect social. Bon, à quel moment on sait pour qui on vote avec sincérité dans ce pays ou dans beaucoup d'autres pays africains, et puis même ailleurs aussi dans le monde? Mais Fatim, que ce soit pour des raisons de proximité économique ou sociale, le choix des populations est clair. Et je dis, c'est vrai que compte tenu du contexte africain et de la construction de notre système démocratique, qui a encore des efforts à faire, on a parlé du système électoral. On a un système majoritaire à un tour pour toutes les élections. Mais si demain, peut-être, on a un système plus de liste, par exemple, peut-être que les choses vont diminuer. Mais je veux dire, même en Europe, vous verrez que les élus sont proches de leur population. Si vous n'êtes pas proche de vos populations, si elles ne vous voient pas,
c'est pas forcément toujours, c'est vrai qu'elles ont des besoins financiers, mais parfois, l'aspect, le soutien moral même peut suffire. Mais si on ne vous voit pas du tout dans votre situation pendant 5 ans, et que vous revenez 5 ans après pour dire « votez pour moi », il est clair que les gens ne vont pas voter pour vous. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire, un travail de construction du système, de lutte contre la pauvreté en faisant des programmes sociaux pour régler en profondeur et durablement les problèmes des populations. Mais cela ne doit pas, ça ne peut pas remplacer la proximité que les élus doivent avoir vis-à-vis de leur population pour porter aussi leurs rêves. Parce que ça aussi, parfois, c'est important. Monsieur, on arrive à la fin de l'émission. Je vais laisser un mot de conclusion rapidement aux 2 derniers invités. Assez rapide, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec ce que Guillaume dit, mais malheureusement, en Afrique, la question, la pesanteur de l'ethnie et de l'argent domine sur les programmes, malheureusement, alors que c'est les programmes qui, en toute période électorale, devaient être priorisés, de sorte que les populations voient qui éventuellement porte les valeurs qu'ils défendent, qui éventuellement porte leurs préoccupations. La transhumance électorale, malheureusement, est une réalité en Côte d'Ivoire. Maintenant, on parle de transhumance de candidature, d'autant plus qu'il y a des candidats maintenant qui peuvent être parachutés dans une zone dans laquelle éventuellement ils n'ont aucun intérêt. Je pense que c'est toutes ces erreurs-là qu'il faut corriger. Et pour corriger quelque chose qui n'est pas bon, il faut légiférer. Il faut prendre des textes de loi et légiférer dans le temps. Là, vous me tombez, c'est une transition et quoi qu'il y a la fait qui tient à la légifération absolument de ce phénomène. Je voudrais dire que la politique coûte cher. Il faut de l'argent pour faire la politique. Maintenant, au-delà des spectacles, au-delà de l'organisation de grands événements, il faut voir effectivement comment la population profite, comment les électeurs profitent, comment on les encadre, comment on fait des programmes pour eux, de sorte à ce que l'action politique soit profitable pour les électeurs. Ça, c'est un élément qui est important. On aura éventuellement l'occasion peut-être de faire un débat sur la place de l'argent en politique. Ici, de plus en plus, c'est pas nouveau, tout comme ailleurs. Mais merci, vous nous donnez une idée de sujet. On note pour un prochain débat politique, la place de l'argent, c'est vrai. Ça sera les mots de la fin. Messieurs, merci infiniment de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques qui ont pris part à cette émission. À la réalisation Awa Sawadogo, rédactrice en chef des débats Delphine Blas, directeur de magazine de l'information Monsieur Koné Lanciné. Restez sur RTI 1 et bonne année encore à tous.